Bonjour. Alors aujourd'hui, on commence à rentrer dans les contemplations de Victor Hugo, qui est donc la dernière œuvre au programme. Euh, pour que ce soit pour les STL ou les premières deux, il nous reste deux textes à faire pour avoir notre quota pour le bac. Donc il y aura deux textes extraits, soit des contemplations, soit un texte d'un autre auteur sur le thème, le parcours mémoire d'une âme. Aujourd'hui, je vous parle du livre 1 qui s'intitule Aurore et qui fait partie de la première partie du recueil intitulé Autrefois. Ce sont donc des poèmes écrits entre 1830 et 1843, 1843 étant une date charnière puisque c'est la date de la mort de sa fille Léopoldine qui est décédée d'une noyade alors qu'elle venait juste de se marier à l'âge de 19 ans. Donc pour les éléments de biographie, je vais passer rapidement. Si vous avez envie d'une présentation classique mais assez synthétique, je vous conseille comme souvent le site commentairescomposés.fr puisque c'est efficace. Ça vous donne l'essentiel. Après, vous avez évidemment le dossier qui vous permet d'approfondir. Je vous scannerai une partie du dossier pour ceux qui n'auraient pas acheté le livre, qui est normalement l'édition Classico Lycée, comme je l'avais dit en début d'année. Donc, c'est un poète qui a traversé le 19e siècle, 1802-1885, hein, il a vécu assez vieux, et il a suivi les évolutions politiques et sociales de ce siècle qui a connu de nombreux régimes, et il est passé de royaliste à républicain, hein. Donc on va dire d'un côté assez extrême de la droite à, peut-être pas l'extrême gauche, mais en tout cas plutôt à la gauche. Son œuvre est colossale, elle est polymorphe, hein, c'est-à-dire qu'elle prend plein de formes différentes en abordant un peu tous les genres, la poésie, le théâtre, le roman. Et c'est un auteur qui s'est progressivement engagé dans la vie politique avec comme combats principaux la lutte contre la misère, la lutte contre la peine de mort et pour l'éducation. On trouve ça non seulement dans sa poésie, mais également dans ses romans comme Les Misérables. Et puis Claude Gueux, par exemple, dont on avait étudié le discours final avec les STL. Voilà, donc ces contemplations sont publiées en 1856, donc pas mal de temps après finalement l'écriture de ces textes. Et ça forme un peu une sorte de légitimation de son parcours hors du commun et de ce parcours qui évolue au fil du temps d'un point de vue non seulement littéraire, mais aussi et surtout politique. Donc, autrefois, ce sont les quatre premiers livres non, les trois premiers livres, pardon, avant la mort de sa fille Léopoldine. Et au programme, on a normalement les livres 1 à 4. Dans le livre 1, c'est globalement la jeunesse de Victor Hugo qui montre son goût précoce pour la littérature, son opposition aux règles du classicisme et donc la défense de ce courant dont il va devenir très rapidement le chef de file, le romantisme. Mais il évoque également ses premiers émois amoureux ainsi que le bonheur qu'il éprouve dans la contemplation de la nature. C'est pour une présentation un peu générale et classique de ce livre. Alors, moi, je vais vous faire une lecture personnelle en sélectionnant des passages qui m'ont marqué. Et je dirais que la première chose qui m'a marqué, c'est le côté très ambitieux, pour ne pas dire orgueilleux, hein. On va dire que Victor Hugo n'a pas de problème de fausse modestie, hein. On pourrait dire qu'il a un ego assez surdimensionné. Et d'ailleurs, à 14 ans, que dit-il? Je serai Chateaubriand ou rien. Voilà. Comme ça, le ton est donné. Ambition littéraire très précoce. Et moi, ce qui m'a marqué,
c'est que cette ambition, ce côté un petit peu orgueilleux, sûr de lui, va se voir de différentes manières finalement dans ce premier livre. Alors, je vais vous citer tout d'abord un premier poème qui m'a marqué, qui s'appelle La vie au champ. Et ce serait un peu Victor Hugo qui vous dit: Je suis un super grand-père, les enfants m'adorent, je suis un super animateur de colonies de vacances, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je vous le lis. Tous les petits enfants viennent autour de moi. Déjà, on peut penser, c'est Victor Hugo est un catholique hein, qui connaît très bien la Bible. Et moi, personnellement, ça me fait tout de suite penser à Jésus qui est entouré des enfants, laissez venir à moi les petits-enfants. Donc, vous voyez, il y a un côté un petit peu grandiloquent. Et je pense que je peux appuyer ça parce que dans un poème que je citerai après, il y a une parodie de la Genèse. J'ai dit que l'ombre soit et l'ombre fut. Il se prend cette fois pour Dieu. Donc tous les petits-enfants viennent autour de moi. Ils disent, doux amis, que je ne sais jamais me fâcher, qu'on s'amuse avec moi, que je fais des choses en carton, des dessins à la plume, que je raconte à l'heure où la lampe s'allume, oh, des contes charmants qui vous font peur la nuit. Voilà, donc les enfants l'adorent parce qu'il ne se fâche jamais, il est toujours gentil, il leur fait faire toujours plein de choses. Bref, vous imaginez bien qu'au 19e siècle, un homme qui s'occupe des enfants de la sorte, ça semble un petit peu étonnant. Et ben la nature aussi, il aime. Voilà, les enfants l'adorent, la nature aussi. Et là, je vous lis quelques passages du poème 27. J'ai fini, grâce au calme en qui je me recueille, à force de parler doucement à la feuille, à la goutte de pluie, à la plume, au rayon, par descendre à ce point dans la création, cet abîme où frissonne un tremblement farouche, que je ne fais plus même envoler une mouche. Et le frais papillon libertin de l'azur, qui chiffonne gaiement une fleur demi-nue, si je viens à passer dans l'ombre, continue. Et si la fleur se veut cacher dans le gazon, il lui dit: Es-tu bête? Il est de la maison. Vous voyez, il parle, il entend parler les papillons, les fleurs, les brins d'herbe, etc. Parce que lui, le poète, on est vraiment dans la figure du poète romantique, c'est écouter la nature dans laquelle il trouve un certain refuge et la nature le lui rend bien. Bon, moi ce qui m'a marqué aussi dans ce recueil, c'est le côté rebelle. Ah bah le latin, ah bah les cours de latin, hein. Pour moi qui suis prof de latin, évidemment, ça me fait rire. Et puis vous voyez, c'est le début de la photographie, le 19e siècle. On voit que Victor Hugo sait prendre la pose. Son petit air un peu, comment dire, renfrogné, un peu rebelle, hein, il sait prendre la pose, manifestement. Donc on trouve cela à propos d'Horace, poème 13, qui commence de la sorte. Il s'adresse à ses profs. Marchand de grec, marchand de latin, cuistre, dogue, philistin, magister, c'est un terme latin, magister, qui veut dire maître. Je vous hais, pédagogue, car dans votre aplomb grave, infaillible, hébété, vous niez l'idéal, la grâce et la beauté. Car vos textes, vos lois, vos règles sont fossiles, car avec l'air profond vous êtes imbéciles, car vous enseignez tout et vous ignorez tout. Pourquoi avons-nous choisi Victor Hugo avec Madame Perchenet? Eh bien, parce que être sans ne rien avoir à dire sur un texte de Victor Hugo, c'est pas possible. C'est bourré de figures de style. Ici, vous avez évidemment une belle antithèse, car vous enseignez tout et vous ignorez tout. Opposition enseigner, ignorer, répétition de tout, deux hémistiches, bref. Voilà, c'est Victor Hugo, c'est le sens de la formule. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime pas trop. Mais en tout cas, ça en jette. Voilà. Donc, vous voyez toutes les insultes faites à ces profs. Hein. Cuistres, ce sont des hommes pédants qui font étalage de leur savoir. Les dogues, chiens de chasse, donc pour désigner des personnes brutales. Les philistins, c'est un terme biblique qui veut dire ignorant. Et magister, c'est un terme latin, je vous l'ai dit, pour maître d'école.
Et tout ça, on l'apprend à la page suivante, page 60, c'est parce que à 16 ans, il a eu une punition et il n'a pas pu aller rejoindre son amoureuse. Donc voilà, plancher sur Horace, qui est un poète qu'on étudie en latin, alors qu'on a un rendez-vous amoureux, évidemment, à 16 ans, ça fait mal. Mais ça ne l'empêche pas d'apprécier le génie du poète quand même, hein, à qui il dédie ce poème. Il est rebelle, mais pas trop quand même, hein. Je vous lis le passage. Horace, au bon garçon, qui vivait dans le calme et selon la raison, et qui t'allait poser dans ta sagesse franche, surtout, comme l'oiseau se pose sur la branche, sans peser, sans rester, ne demandant qu'au Dieu que le temps de chanter ton chant libre et joyeux. Tu marchais écoutant le soir sous les charmilles, les rires étouffés des folles jeunes filles, les doux chuchotements dans l'angle obscur du bois. Tu courtisais ta belle esclave quelquefois, Myrtale aux blonds cheveux qui s'irritent et se cabrent, comme la mer creusant les golfes de Calabre. Ou bien tu t'accoudais à table buvant sec ton vin, que tu mettais toi-même en un pot grec. Pégase te soufflait des vers de sa narine, tu songeais. Tu faisais des odes à Barine, à Mécène, à Virgile, à ton chant de Tibure, à Chloé, qui passait le long de ton vieux mur, portant sur son beau front l'amphore délicate. La nuit, lorsque Phébé devient la sombre hécate, les halliers s'emplissaient pour toi de visions. Tu voyais des lueurs, des formes, des rayons. Cerbère se frottait la queue entre les jambes à Bacchus, dieu des vins et père des iambes. Silène digérait dans sa grotte pensif et se glissait dans l'ombre et s'enivrait lascif. Aux blanches nudités des nymphes peu vêtues, le faune aux pieds de chèvre, aux oreilles pointues. Horace, qu'en grisé d'un petit vin sabin, tu surprenais glycère ou licorice aux mains, qui tu dis au Flaccus, quand tu peignais à Rome les jeunes chevaliers courant dans l'hippodrome, comme Molière a peint en France les marquis, que tu faisais ces vers charmants, profonds, exquis, pour servir dans le siècle odieux où nous sommes d'instruments de torture à d'horribles bonshommes, mal peignés, mal vêtus, qui mâchent lourd pédant, comme un singe une fleur, ton nom entre leurs dents. Donc, très très long passage, c'est quasiment une seule phrase qui décrit Horace comme aimant la vie, aimant l'amour, le vin, la sensualité. Et tout cela, pourquoi? Pour qu'au XIXe siècle, on s'en serve comme instrument de torture pour faire souffrir des élèves. Bon, il est rebelle également en littérature, hein. Place aux jeunes romantiques, à bas les classiques, vive la révolution linguistique. Linguistique d'abord parce que à l'époque où il écrit ce texte, réponse à un acte d'accusation, Victor Hugo est encore royaliste. Mais bon, il se prend pour un révolutionnaire en montrant comment il a complètement euh, changé, chamboulé la langue, la littérature plutôt française, et notamment le vers, mais aussi le théâtre. On en avait parlé quand on a étudié Ruy Blas, hein, puisque Ruy Blas est un drame qui mélange le comique et le tragique, et donc qui ne respecte pas les règles du classicisme. Et là, c'est vraiment un sacrilège qui lui vaut de nombreuses accusations et de nombreux déboires. Alors, je vous lis, comme je l'ai déjà fait, quelques passages. J'ai foulé le bon goût et l'ancien vers François sous mes pieds. Et hideux, j'ai dit à l'ombre, sois, et l'ombre fut. Ah, vous connaissez le fiat lux, que la lumière soit et la lumière fut. Parole prononcée par Dieu dans la Genèse, au moment de la création du monde dans la Bible. Je me borne à ceci, je suis ce monstre énorme, je suis le démagogue horrible et débordé et le dévastateur du vieil ABCD. On va pouvoir, pour imiter Victor Hugo, pratiquer ce qu'on appelle l'autoluange, c'est-à-dire qu'on se présente de façon, vous voyez, un peu grandiloquente, avec des métaphores, des images, pour ici montrer et revendiquer son caractère révolutionnaire et sacrilège. Sacrilège parce qu'il brise les règles. Je déclarais les mots égaux, libres, majeurs.
Je fis fraterniser la vache et la génisse, l'une étant Margoton et l'autre Bérénice. Alors l'Aude, embrassant Rabelais, s'enivra. Sur le sommet du Pinde, on chantait ça ira. Les 9 muses, seins nus, dansaient la carmagnole. Donc vous voyez que les références à la Révolution sont nombreuses. Déclaration des droits de l'homme, les mots égaux, libres, majeurs, les 9 muses qui dansent la carmagnole, une danse révolutionnaire, le chant Ça ira, qui est une chanson également révolutionnaire. Tout cela pourquoi? Parce qu'on mêle les registres, on mêle le bas et le sublime, le vocabulaire un peu, euh, comment dire, c'est même pas familier, hein, c'est vraiment courant, la vache, et puis un vocabulaire plus soutenu qui était employé dans les registres nobles comme la tragédie avec Génisse, même chose avec l'association de Margoton, prénom populaire qu'on peut trouver éventuellement dans la comédie, et Bérénice, prénom de reine qu'on va trouver dans la tragédie. L'ode, c'est un genre poétique élevé, tandis que Rabelais est un auteur du XVIe siècle qui va volontiers employer un vocabulaire un peu provocateur, des- des images un peu grossières, provocatrices. Bon. Voilà, donc mélange des styles, le bas et le sublime. Du coup, Victor Hugo se définit comme révolutionnaire. Et c'est d'ailleurs ce qu'on lui reproche qu'il reprend dans le poème 26, quelques mots à un autre. On ne sait pas trop de qui il s'agit, mais il peut bien s'agir finalement de tous les auteurs qui l'ont critiqué. Tout est perdu, le vers vague sans muselière. À Racine effaré, nous préférons Molière. Au pédant. À Ducis, nous préférons Rotrou. Lucrèce Borgia sort brusquement d'un trou et mêle des poisons hideux à vos guimauves. Le drame échevelé fait peur à vos fronts chauves. C'est horrible, oui. Brigands, jacobins, malandrins, j'ai disloqué ce grand niais d'Alexandrin. Et là, j'avoue que c'est assez fort, puisque l'auteur, dans ce dernier vers, montre justement comment il disloque l'alexandrin. Au lieu que l'alexandrin soit séparé en deux hémistiches égaux, 6 syllabes, 6 syllabes, vous voyez qu'on a ce qu'on appelle l'alexandrin romantique, séparé en 4 syllabes, 4 syllabes, 4 syllabes. J'ai disloqué ce grand niais avec la diérèse d'alexandrin 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc ça, eh bien, ça choque les règles des classiques qui préfèrent des alexandrins très statiques, très formels, découpés en deux hémistiches. Vous lâchez le grand mot révolutionnaire, c'est ce qui est dit à Victor Hugo et ce qui lui est reproché. Voilà, donc à Racine effaré, nous préférons Molière, évidemment. Racine, c'est le maître de la tragédie, registre sublime, vocabulaire évidemment très soutenu, les personnages sont nobles, comme toujours dans la tragédie, alors que Molière, lui, préfère, il s'est bien essayé à la tragédie, mais il a été retenu pour la comédie, et il n'écrit pas forcément en alexandrin. Et évidemment, son registre est beaucoup plus bas, puisque c'est de la comédie. Donc à Ducis, nous préférons Rotrou. Euh, Ducis est un dramaturge français qui a adapté des pièces de Shakespeare à l'esthétique classique. Alors Shakespeare est plutôt du côté du drame, même s'il est bien antérieur à Hugo. Mais pour éviter de choquer, Ducis a repris ses textes dans une esthétique classique, donc en respectant les règles du classicisme. Et Rotrou, c'est un petit peu l'inverse, puisque là, Rotrou est plus proche de Corneille, qui est l'auteur de tragicomédies. Et les tragicomédies, évidemment, peuvent être considérées finalement comme des précurseurs du drame qui mélange la tragédie et la comédie. Voilà, donc Victor Hugo se veut un révolutionnaire de la langue française. Vous remarquerez quand même que c'est pas du Céline, hein. On a comment dire, du vocabulaire très malgré tout soutenu,
très nombreuses références littéraires qui montrent une culture immense. Donc c'est pas non plus Victor Hugo, quelqu'un du peuple qui va s'exprimer dans un vocabulaire très pauvre et très peu soutenu, hein. Donc il y a quelque chose d'un petit peu paradoxal. Certes, il va aller à l'encontre des règles du classicisme. Maintenant, ça reste encore quelque chose euh, de très travaillé et de très érudit, qui montre une culture assez énorme. Je termine par un dernier aspect de ce recueil. Vieille chanson du jeune temps, on trouve dans ce recueil du jeunesse, malgré tout, un peu de douceur, un peu d'humour aussi d'ailleurs, avec le récit de Premiers émois amoureux. Je vous lis Vieille chanson du jeune temps, qui est un poème assez connu, avec, je pense que vous l'avez tous vu, l'antithèse vieille et jeune. Là encore, on retrouve bien Victor Hugo. Je ne songeais pas à Rose. Rose au bois vint avec moi. Je vous rappelle que Rose, la rose, est une image assez traditionnelle pour désigner la femme, mais là, c'est un prénom évidemment qui est assez évocateur. Nous parlions de quelque chose, mais je ne sais plus de quoi. J'étais froid comme les marbres, je marchais à pas distraits, je parlais des fleurs, des arbres. Son œil semblait dire après. La rosée offrait ses perles, le taillis ses parasols. J'allais. J'écoutais les merles, et Rose les rossignols. Moi, 16 ans et l'air morose, elle vint, ses yeux brillaient. Les rossignols chantaient Rose et les merles me sifflaient. Rose, droite sur ses hanches, leva son beau bras tremblant pour prendre une mûre aux branches. Je ne vis pas son bras blanc. Une eau courait fraîche et creuse sur les mousses de velours et la nature amoureuse dormait dans les grands bois sourds. Rose défit sa chaussure et mit, d'un air ingénu, son petit pied dans l'eau pure. Je ne vis pas son pied nu. Je ne savais que lui dire, je la suivais dans le bois, la voyant parfois sourire et soupirer quelquefois. Je ne vis qu'elle était belle, qu'en sortant des grands bois sourds. Soit, n'y pensons plus, dit-elle. Depuis, j'y pense toujours. Voilà, donc un ado un petit peu bené, on pourrait dire, de 16 ans, qui se promène avec une jeune fille de 20 ans et qui ne voit pas que la jeune fille, évidemment, a quelques idées en tête et essaie de le lui faire savoir en montrant certaines parties de son corps. On est au 19e siècle, hein, alors montrer son pied nu, tout de suite, c'est très sensuel, n'est-ce pas? Et donc, on retrouve ici à la fois ce thème des émois amoureux et de la correspondance avec la nature qui semble complice, complice de Rose, qui se moque aussi du poète, et en même temps une touche d'humour et d'autodérision. Ça n'est pas si courant chez Victor Hugo. Voilà, j'espère que ça vous donnera une petite idée de ce premier livre des Contemplations dont nous étudierons un extrait la semaine prochaine. Bon travail!